Aujourd'hui, vous voulez investir dans l'immobilier locatif et avoir plus de 10% de rendement. Je vais vous expliquer concrètement comment on fait ça en 5 étapes. Bonjour à tous, moi c'est Lucas Hellman, CEO et fondateur de Capsule et investisseur. On accompagne les particuliers dans votre projet d'investissement locatif. Et en quelques chiffres, Capsule, c'est plus de 20 millions d'euros investis, 150 projets, cinquantaine, 15 employés. Chaque étape que je vais vous présenter aujourd'hui, dont je vais vous parler, va être illustrée aussi par une anecdote que j'ai vécue dans mes différentes années d'expérience dans l'immobilier, pour prouver justement, pour expliquer mes propos. Comme ça, vous avez vraiment des beaux exemples. Pour la première étape, donc, qui est la recherche, il faut tout d'abord créer une stratégie, savoir ce qu'on veut, ce qu'on recherche, pourquoi on investit, dans quelle ville, voilà, un peu découvrir quel est le projet qu'on a derrière tout ça, pourquoi on décide de se lancer dans l'immobilier, quel est l'objectif, on le fait pour faire un héritage, se créer une retraite, avoir des compléments de revenus. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Si on veut justement avoir des compléments de revenus, on va peut-être augmenter le risque pour faire des projets en Airbnb ou colocation dans des villes étudiantes ou des villes qui sont appropriées pour ça. Si on veut faire une retraite, donc dans le temps, et investir pour avoir des revenus plus tard et dans quelque chose de patrimonial, on ira se localiser en cœur de ville dans des villes très dynamiques et très porteuses. Si on a vraiment pour objectif de créer un patrimoine pour nos enfants, l'idée est vraiment de se localiser et d'être sur l'emplacement et être en cœur de ville. C'est le plus important pour voir le long terme. L'idée, c'est de tout d'abord comprendre s'il faut une stratégie court, moyen et long terme dans votre projet d'investissement locatif. Ce sera essentiel pour créer une stratégie durable et intéressante et qui correspond à vos objectifs et à vos besoins. Ensuite, une fois que la stratégie est bien ficelée, qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on cherche dans l'immobilier, eh bien, on va aller faire l'analyse des biens. On va aller chercher et faire une analyse poussée des biens qu'on va visiter. Donc l'objectif derrière tout ça, c'est de comprendre le bien, de savoir s'il correspond à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il peut être fait en colocation, en Airbnb, en location classique, en fonction de nos objectifs. On va partir sur l'exemple du fait qu'on aimerait faire une colocation. Si on veut faire une colocation, mais que le bien est inapproprié parce que la ville ne permet pas de faire de colocation du fait qu'il n'y a pas d'étudiants ou pas beaucoup, et bien justement, partez sur une autre stratégie. Si vous avez choisi une ville où il y a beaucoup d'étudiants et où la colocation fonctionne, eh bien c'est bon, maintenant il faut trouver le bien. Si votre stratégie part de là, on peut maintenant commencer à faire des visites. Après plusieurs visites et plusieurs biens visités, vous avez pu voir, échanger avec quelques agents, échanger avec quelques professionnels de l'immobilier. Ils ont pu vous parler de la tendance du marché, savoir ce qui s'y passe et justement comprendre un peu comment faire une colocation rentable dans la ville. L'objectif là, et ce qui va être très important, c'est de comprendre où est-ce que les étudiants se logent sur la ville, dans quel quartier, pourquoi et en même temps à quel prix. Vous pouvez faire des annonces fictives sur le Bon Coin pour tester le marché, savoir s'il y a des demandes en fonction des quartiers et en fonction de la qualité de travaux que vous allez pouvoir mettre dedans. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier les besoins pour votre projet. Est-ce que la colocation en 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres ou 5 chambres, même de monter en co-living avec plus de chambres encore, est rentable et intéressant sur votre ville? Je sais qu'il y a différentes villes où on peut louer des colocations en 2 chambres et en 3 chambres. Ça commence à être compliqué au-dessus de 4. Donc il faut bien savoir comment est fait votre ville, comment sont les étudiants dedans, et si la cible sera en accord avec votre produit et votre projet. Une fois que l'analyse est faite sur les différents biens, que vous avez pu trouver des biens qui vous intéressent, on va maintenant faire la négociation. Donc l'idée maintenant ici, c'est de négocier, trouver justement les biens qui vous intéressent et de pouvoir avoir un prix cohérent avec les travaux que vous allez pouvoir faire. Donc du coup, on va commencer les négociations. Les agents immobiliers vont pouvoir vous dire à quel prix c'est possible d'y aller, la marge possible sur le projet, et de rester cohérent avec le vendeur et vous, vos objectifs. Parfois, un bien n'est pas intéressant le premier jour, il reste sur le marché pendant 2 ou 3 mois, il sera intéressant du coup de revenir et de renégocier à ce moment-là. Donc vous pouvez toujours suivre et être actif sur le marché. L'objectif n'est pas de se dire que je veux investir tout de suite, il faut être actif pendant une période quand même assez longue. Donc être sur une période de 2, 3 ou 4 mois au minimum pour être familiarisé avec le marché, que les agents immobiliers vous voient souvent et qu'on ait une présence assez active sur le marché pour qu'on puisse penser à vous quand il y a des belles opportunités qui sont là. Une fois que vous avez réussi à négocier un bien et que vous êtes positionné sur un projet après une belle négociation, on va pouvoir du coup passer au chiffrage. Comment on chiffre? C'est là qu'est toute la question et de trouver le bon partenaire au niveau des travaux. Tout début, faites passer 2 ou 3 sociétés de bâtiments pour vous faire un chiffrage. Partez toujours du principe de base qu'il faut 800 euros du mètre carré pour une rénovation assez classique et monter entre 1000 et 1002 si on veut faire plus. Isolation des murs périphériques, changer des fenêtres, refaire l'électricité, ça peut même monter jusqu'à 1500 euros du mètre carré. Donc vous pouvez déjà partir sur ces bases-là avant de faire des devis. Et pour vos estimations, quand vous aurez trouvé un bien qui vous intéresse, et pour formuler des offres assez rapidement. Parce que parfois, il faut savoir être rapide. Une fois que vous avez pu faire tout ça, faites venir des artisans, 2 à 3 sociétés de bâtiments, pour vous faire des estimations et pour vous faire en même temps des devis. Si les devis collent à vos estimations et que le projet est toujours intéressant, eh ben vous pouvez vous lancer et avancer sur le compromis. Dans chaque étape, du coup, je vais illustrer mon propos par une anecdote
par mon expérience. Et du coup, pour cette première étape, pour la partie recherche, justement, ma première anecdote, ça va être pour un bien que j'ai trouvé, que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans, où c'était un marchand de biens qui vendait un logement dans un immeuble. J'étais pas au courant que c'était un marchand. L'appartement était là depuis un moment, il n'était pas très intéressant, un prix assez haut. J'ai quand même décidé d'aller le voir, parce que ça faisait un moment qu'il était là. Je pars en visite, et il m'explique qu'en fait, il vend tout l'immeuble, mais qu'il n'a pas forcément mis ça en vente, parce qu'il y a des locataires en place. Je continue de discuter avec lui, je creuse pour avoir les prix sur les autres logements et je me rends compte qu'il vend très peu cher le rez-de-chaussée. Et qu'en fait, c'est un grand appartement de 100 mètres carrés où on pourrait facilement découper parce que c'est 3 lots. Et donc faire un studio et 2 T2. Au final, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné sur le rez-de-chaussée. J'ai acheté un seul et même appartement de 100 mètres carrés, mais qui était 3 lots. Je les ai découpés, je les ai revendus. L'idée là-dessus, c'était vraiment de pouvoir faire une opération rapide et de faire une belle plus-value. Comme quoi, parfois, on part visiter un bien et on finit par en acheter un autre. C'est là qu'il faut vraiment être curieux et savoir poser les bonnes questions aux personnes qu'on va rencontrer dans l'immobilier. Parfois, quelqu'un vous fait une visite, il est à moitié dans la visite, et si vous commencez à s'intéresser à lui, à son projet, à pourquoi il vend et ce qu'il recherche, vous allez parfois avoir de belles surprises. Il va pouvoir vous apprendre qu'il a d'autres choses à vendre, qu'il fait d'autres choses dans la vie, et trouver un partenariat comme ça long terme. C'est ce qui s'est passé avec plusieurs agents immobiliers, plusieurs marchands de biens que j'ai pu rencontrer dans toute ma carrière, qui m'expliquaient que finalement ils avaient d'autres choses à vendre, qu'ils avaient d'autres projets, qu'ils vendaient parce qu'ils voulaient que ce soit fait vite et bien. Et donc là, justement, peut-être ne pas avoir d'options de financement via une banque pourrait être intéressant pour la négociation. Il y a plein de choses qui peuvent être dites et discutées lors d'un échange et d'une rencontre. Soyez curieux, intéressés et intéressants pour que la personne en face puisse avoir envie de discuter avec vous et vous dire les belles opportunités et ses projets pour justement vous partager les choses importante pour une belle négociation par la suite. Juste avant de passer à la période de compromis, vous n'avez plus qu'à demander une attestation locative à une agence pour justement confirmer le loyer et les estimations que vous êtes faites. Comme ça ira compléter votre dossier bancaire et vous serez solide sur votre projet. Maintenant que la partie recherche vous a bien été expliquée, on va pouvoir passer à la partie suivante, qui est la partie compromis. Dans cette partie-là, je vais vraiment vous expliquer comment on prépare un compromis, comment on valide un projet et comment on avance par la suite sur la signature avec le notaire. Donc votre offre vient d'être acceptée, génial. Vous allez pouvoir recevoir maintenant tous les documents. Donc lors d'un compromis, enfin avant un compromis, vous allez recevoir beaucoup de documents. Une tonne de paperasse, vous allez voir, c'est pas évident, restez concentrés, mais il va falloir tout lire. Ça peut parfois faire entre 50 et 1000 pages si vous achetez un immeuble, mais en tout cas, bonne chance, vous allez réussir, il faut réussir à tout lire et bien étudier. Sur la partie compromis, vous allez avoir plusieurs documents. Vous allez recevoir les PV d'AG, qui sont les comptes rendus des assemblées générales des années précédentes et de l'année dernière. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir tous les sujets qui sont en cours dans la copropriété, les derniers travaux qui ont été votés, réalisés, et les travaux à venir, s'il y en a. L'idée, c'est de pouvoir savoir un petit peu où en est la copropriété, ce qui se passe dedans, quel est le dynamisme de celle-ci. Est-ce que les copropriétaires sont souvent en désaccord? Est-ce qu'ils sont en accord souvent? Est-ce que c'est une copropriété qui est active, qui avance? L'idée, c'est vraiment de savoir où on en est et l'état actuel de celle-ci. Donc les PV d'AG sont très intéressants. Donc vous aurez normalement les 3 derniers le jour de l'acquisition. Ensuite, vous allez recevoir les diagnostics. Sur les diagnostics, vous allez pouvoir avoir plusieurs informations. Il y a le diagnostic loi Carrez, il y a aussi le diagnostic, le DPE, le fameux, sur l'électricité, qui sont les deux qui nous intéressent le plus. Là, c'est de savoir justement avec le DPE en quelle lettre est le logement et comment le remonter si nécessaire. Parfois, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de logements sont en F ou en G, et nous, on va justement aller pouvoir chercher de le remonter en D, pour être tranquille jusqu'en 2035. C'est ce que la loi climat nous recommande. Donc là, l'idée, c'est de voir avec la personne qui va s'occuper des travaux, donc l'artisan, pour voir avec lui, pour justement travailler sur une rénovation énergétique. Donc du coup, faire l'isolation des murs périphériques, c'est nécessaire, ou bien d'installer une pompe à chaleur. Généralement, c'est les deux choses qui permettent de bien remonter le DPE. Ça, c'est inscrit dessus, c'est en deuxième page. Je vous mettrai ici un petit DPE pour vous montrer où est-ce que ça se fait. Et justement, vous pourrez voir tout ça de plus près. C'est assez facile à comprendre. Les DPE sont très bien expliqués. Et vous avez des petits schémas explicatifs qui vous disent où est-ce que vous avez des perditions. Une fois que le DPE a été étudié, on a la loi Carrez. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le plan et de savoir si la Carrez, donc les mètres carrés que vous achetez, sont bien les bons. Parfois, les agents immobiliers vous disent qu'un logement en fait 30, et finalement, quand le DPE arrive, quand le diagnostic arrive, il en fait 20. Donc là, faites bien attention avec le diagnostic de loi Carrez, d'avoir justement des lois Carrez bien identiques à ce qui avait été prévu lors de la négociation initiale. Parce qu'un bien acheté à 3 000 € du mètre carré pour 25 mètres carrés, ce n'est pas la même chose qu'un même bien qui finalement fait 20 mètres carrés acheté 3 000 € du mètre carré. Il y aurait normalement une baisse de prix. Donc là-dessus, pensez bien à regarder et renégocier si nécessaire. Une fois que vous avez regardé tous ces documents, vous allez avoir d'autres documents à côté, donc des comptes rendus de syndic,
quelques informations complémentaires sur le bien. Vous allez recevoir aussi tout ce qui va être la taxe foncière et les charges de copropriété pour savoir si, pareil, les dires de l'agent immobilier ou du vendeur étaient les bons le jour de la négociation. Donc si les charges de copropriété sont bien de 1 000 €, si c'est ce qu'on vous avait dit, pareil pour la taxe foncière. Donc là, l'idée, c'est de vérifier toutes les informations qu'on a pu vous donner le jour de la négociation et d'avancer sur un projet qui est bien serein et réaliste. Une fois que tous les documents ont été étudiés par votre part, que vous avez pu tout regarder, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser celles-ci au notaire. Il est là pour vous conseiller, vous accompagner. Creusez. Posez des questions au notaire, à l'agent immobilier, au vendeur. Allez-y. N'hésitez pas à poser toutes les questions avant de vous engager dans le compromis et de signer. Du coup, dans l'étape précédente, vous avez fait passer plusieurs sociétés de bâtiments sur votre chantier. Pour la sélectionner, c'est simple. Il y a le prix, oui, mais ce n'est pas la seule raison. Il faut aussi aller sur leur chantier, voir ce qu'ils ont déjà fait, s'ils ont plusieurs réalisations, échanger potentiellement avec des clients avec qui ils ont déjà travaillé. Justement, de creuser un peu. Une société de bâtiment, c'est très important. Si ça se passe mal, vous pouvez être bloqué, avoir beaucoup de frais qui n'étaient pas compris, et ça peut vraiment partir en cacahuète. Donc là-dessus, il n'y a pas de cadeau. Il faut vraiment aller checker toutes les sociétés de bâtiment, vérifier leur travail, voir les finitions, échanger avec d'autres clients qu'ils ont déjà eu. Une fois que du coup tout ça a été étudié, on a pu répondre à toutes vos questions, en parallèle, vous allez pouvoir en même temps, avec les artisans, discuter du devis et vérifier chaque budget. Sur un devis qui est de 40 000 € par exemple pour une rénovation globale d'un logement, regardez bien si l'artisan a tout compris, si le DPE va pouvoir bien remonter en D, si tout a été prévu comme initialement lors de la négociation du bien et de ce que vous imaginez. Donc faites bien attention sur les différentes sociétés de bâtiments que vous aurez pu sélectionner avec plusieurs devis. Allez bien regarder si justement ils ont bien tout compris dedans et que dans le devis il n'y a pas d'oubli pour éviter les travaux supplémentaires, les fameux TS après. Une fois votre société de bâtiment choisie, que vos budgets sont validés, que l'ensemble des documents ont été étudiés et que le notaire a pu répondre à toutes vos questions, eh bien vous êtes prêt. Vous pouvez signer votre compromis et avancer sur votre projet. Savoir qu'une fois que le compromis est signé, vous avez 10 jours de rétractation avant de pouvoir vous retirer si jamais on vous dévoile des surprises. Et aussi, à la fin, ne surtout pas oublier les conditions d'obtention de prêt. Si vous achetez un bien par exemple à 100 000 €, vous avez 40 000 € de travaux et 8 000 € de frais de notaire environ, ils sont de 8%, vous avez un projet qui sera au global de 148 000 €. Souvent, les notaires et les vendeurs vont mettre que vous financez 100 000 €. Si vous mettez en plus 10 ou 15 000 € d'apport, on vous mettra 85 90 000 €. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous allez chercher un financement à 148 ou au moins à 130 ou 140, plus votre apport. Du coup, faites bien attention à ça. Parce que si demain, vous venez avec des refus, 2 refus de banque ou 3 refus de banque, avec des montants à 140 000, mais que c'est inscrit sur le compromis 90 ou 100 000, ils vous seront refusés et il faudra aller chercher des refus en dessous. Le problème, c'est que parfois, les banques pourraient vous valider un financement à 90 000 et non à 140, surtout avec une enveloppe de travaux de 40 000 €. Faites bien attention à mettre, du coup, dans les conditions de financement sur le compromis, les bonnes conditions. Le bon montant, un taux qui est assez large, pour prévoir large, et une durée de financement aussi assez large. Comme ça, pas de surprise, vous voyez large et vous êtes tranquille. L'idée aussi, c'est de prendre au moins 2 mois en condition d'obtention de prêt. Comme ça, vous avez 2 mois pour obtenir vos offres et avancer sur votre projet. Et généralement, les banques mettent 30 jours, les notaires mettent 30 jours ou 45 jours. Mettez 60 jours pour bien discuter et pouvoir négocier avec votre banquier, voire votre courtier. Pour vous raconter une anecdote, du coup, avec un notaire, heureusement que j'en ai un très bon, il m'a sauvé la vie une fois, ou du moins, il m'a fait économiser de l'argent. Je vais vous raconter. J'allais acheter un appartement en rez-de-chaussée, et en fait, il s'est avéré qu'au bout de 2 mois, elle n'avait jamais reçu, ma notaire, le document qui stipule au niveau des impôts fonciers disant que le logement est bien existant et qu'il est déclaré chez eux. Elle n'a jamais reçu le logement parce que les impôts fonciers ont dit que pour eux, il n'y avait pas d'appartement à cet endroit-là et que pour eux, c'était une cour. En fait, il s'avérait que dans l'immeuble, anciennement, c'était une cour qui avait été transformée en billard, club de billard, et puis en logement. Et en fait, l'ancien propriétaire n'avait jamais déclaré ça. Il s'avère que ça a été fait il y a plus de 20 ans, donc il y avait juste besoin de faire une déclaration pour que le logement soit officiel au niveau des impôts fonciers. Le notaire me l'a indiqué. Il m'a dit qu'à l'heure actuelle, dans cet état-là, on n'achetait pas un appartement. Moi, j'ai dit, après 2 mois, alors que j'avais déjà le financement, j'ai dit au vendeur que je n'étais pas forcément intéressé d'acheter dans ces conditions, ou bien que je voulais négocier. Le vendeur m'a dit qu'après un engagement de 2 mois, il préférait vendre que repartir dans des négociations pour retrouver un autre acquéreur. J'ai du coup négocié plus de 5 000 € sur le bien. Et ça m'a permis de faire une belle négociation en plus et de pouvoir faire un peu plus de travaux dans le logement. Sachant qu'après, j'ai appelé les impôts fonciers, fait une demande et en 1 ou 2 heures de travail et de paperasse, j'ai pu avoir le logement déclaré
en tant que logement, justement, au niveau des impôts fonciers. Parfois, une bonne info au bon moment peut permettre de bien négocier un projet et de changer un petit peu la donne. On a eu ça dans plusieurs autres projets où justement les documents qu'on demandait n'étaient pas là, où le logement était déclaré d'une mauvaise manière et on a pu se renseigner auprès de l'urbanisme, auprès des impôts fonciers pour justement renégocier avec le vendeur et en même temps après déclarer vis-à-vis d'eux pour avoir un logement justement en bon état et en bon uniforme à ce niveau-là. Comme quoi, avoir un bon notaire qui vous donne les bonnes infos, ça vous permet d'acheter dans de bonnes conditions, de renégocier et de faire un projet qui a du sens. Maintenant que l'étape du compromis est terminée, que vous avez étudié tous les documents, que tout est bien et que le projet est prêt pour avancer, vous pouvez signer votre compromis. Vous avez maintenant 10 jours de délai de rétractation. Normalement, on devrait ne pas les utiliser si on a bien travaillé. On rentre dans la période de financement. Donc vous pouvez tout de suite aller voir votre banquier ou bien échanger avec votre courtier. Il faut faire un dossier béton. Il faut vraiment lui donner tous les devis, tout votre projet, savoir vraiment où est-ce que vous voulez aller et quel est le projet. Donc lui faire le calcul de rentabilité, lui montrer que le projet est rentable, qu'il s'autofinance au pire et qu'il y a même du cash flow si nécessaire, si besoin, si possible. L'idée, c'est vraiment de montrer au banquier que ce projet est ficelé, que vous êtes un professionnel, que vous avez bien travaillé votre sujet, que vous connaissez le quartier, la population, les étudiants que vous allez cibler ou les jeunes actifs, et justement que ce projet de colocation est bien fait et bien pensé par vous. L'idée là, c'est de montrer au banquier ou au courtier que vous maîtrisez votre sujet et qu'il n'aura plus qu'à défendre un dossier facile auprès des banques ou auprès de leur directeur si c'est un banquier. Dans votre dossier bancaire, n'oubliez pas de mettre votre profil, en avant vos conditions et vos avantages. Parfois, si vous avez beaucoup d'apports, mettez-le. Dites-le que vous avez beaucoup d'apports pour le projet et que vous avez beaucoup de liquidités. Si vous avez un CDI, un métier qui est stable, dites-le aussi avec un bon salaire. Si vous avez des conditions et des choses qui sont vraiment à mettre en avant, n'oubliez pas de les mettre dans votre dossier. À côté de ça, ajoutez tout le projet, tout le côté immobilier. Mettez tous les frais, calculez bien tout le projet, avec tout le calcul de rendement et en même temps tout le projet bien ficelé avec tous les budgets vérifiés. Comme ça, quand vous viendrez voir votre courtier ou votre banquier, vous avez tous les devis, la taxe foncière, les charges de copropriété, vous avez déjà votre expert comptable avec qui vous ferez votre comptabilité, vous avez vraiment tout votre projet. Une fois que tout ça est fait, que le rendement est déjà là et que vous avez fait les bons calculs, votre banquier, votre courtier se dit super, j'ai un dossier béton, je peux aller chercher un financement qui sera en concordance avec ça. Une fois que vous avez transmis tous les documents et que votre courtier ou votre banquier part à la recherche, vous n'avez plus qu'à vous attendre, qu'ils reviennent vers vous avec des relances bien sûr. Chaque lundi ou chaque mardi, en début de semaine ou en fin de semaine comme vous le souhaitez, faites une relance mail ou un appel à votre banquier ou courtier pour savoir où ça en est. Comment ça a avancé, quel taux vous avez pu avoir, s'il y a des retours auprès des banques, qu'est-ce qui gêne pas, avoir un peu la tendance. À côté de ça, avec la société de travaux, signez bien votre vie, engagez-vous avec eux et dites-leur que justement le projet devrait venir d'ici 2 ou 3 mois, la période de financement. Comme ça, vous anticipez bien et la société de bâtiment est prête à attaquer le bien dès que vous aurez acheté. L'objectif là, c'est de pouvoir enchaîner dès l'acquisition pour ne pas perdre de temps et pouvoir louer le plus rapidement par la suite. Pendant ces 2 mois, donc du coup pendant que vous cherchez le financement, vous allez avoir des propositions, des offres de différentes banques ou de votre banquier ou de votre courtier en fonction de par qui vous passez. En même temps que ça, vous allez valider toutes les choses. Vous allez pouvoir penser l'aménagement avec les plans, penser la décoration, savoir dans quel thème vous allez aller, quelle déco, quelle gamme de prix vous allez faire en termes de locatif, tester le marché locatif. Vous allez pouvoir faire tout ça, prendre le temps un peu sur ce projet pour finaliser tout ça, pour vraiment aller finir les choses et comprendre son projet dans l'entièreté. Pour raconter une anecdote du coup sur la partie, sur l'étape de financement, une fois j'avais fait un financement avec une banque que je connaissais en direct, qui m'avait proposé un taux, c'était à l'époque, à 3% sur 20 ans. Et ben, je comptais partir sur cette option-là, qui était une plutôt bonne option. Et en même temps, à côté de ça, mon courtier me relance en me disant ah bah, t'en es où? Est-ce que tu as réussi à trouver une proposition? Moi, je lui envoie en disant que j'ai eu ça. Et il m'a dit attends de voir, moi je connais bien cette banque, on peut peut-être avoir mieux. Je lui dis d'accord, mais va pas me faire sauter ma proposition parce que je suis déjà plutôt heureux avec celle-ci. Et ben, il s'avère que le courtier a pu négocier 2,7%, donc on a baissé de 0,3% le taux, et à côté de ça, avoir justement une durée de 25 ans et un différé de 6 mois. Donc j'avais pas de différé. Donc il a quand même obtenu de belles et de meilleures conditions par rapport à ce que j'avais en direct, malgré le fait qu'il ait questionné la même banque. Il a pu avoir son réseau qui a pu travailler justement sur ce dossier et retravailler un peu la négociation parce qu'il savait qu'il y avait une marge possible là-dessus. Je lui ai dit s'il n'était pas sûr de ne pas aller travailler sur le projet. Il m'a dit qu'il pouvait vraiment avoir mieux et que je lui fasse confiance. C'est ce que j'ai fait, je lui ai fait confiance et du coup, pour le coup, on a eu une belle proposition, bien plus intéressante. Ça m'a permis de faire encore plus de rentabilité sur mon projet et d'avoir justement 6 mois de trésorerie possible avant de me lancer et avant de devoir payer la mensualité totale du prêt. Beaucoup de personnes n'aiment pas forcément les courtiers parce qu'ils prennent une commission en plus de la banque. Parfois,
Je sais que je me rappelle l'avoir payé 3 000 euros. Il m'a fait rapporter beaucoup plus sur mon projet, surtout sur 25 ans. Maintenant que vous avez le financement, que tout est bon, on va pouvoir passer à l'acquisition et ensuite aux travaux. Du coup, l'étape 4, ça va être les travaux. Vous avez eu votre offre de prêt, vous avez acheté, tout est bon, on achète le bien, on récupère les clés et on prévient l'artisan dès que possible de pouvoir commencer. L'idée, c'est que généralement, une semaine à 10 jours avant, vous allez pouvoir avoir la date d'acquisition. Dès que vous avez la date d'acquisition, prévenez l'artisan en lui disant de pouvoir commencer les travaux quelques jours après. Une fois que tout ça est bon et que vous avez prévenu les différents acteurs, vous achetez, vous récupérez les clés et l'idée, c'est de pouvoir ensuite enchaîner sur les travaux. Le lancement des travaux, c'est aujourd'hui et les artisans commencent à s'installer dans le logement. Vous vous lancez donc avec la société de bâtiment que vous aurez choisie, avec qui vous avez bien étudié le devis, avec qui vous avez prévu l'ensemble du projet. Ils se lancent dans les travaux, à vous de maintenant suivre. Ils se lancent dans le projet. Dès le lundi, vous allez pouvoir dire avec eux et voir avec eux, faire un point sur le lancement de celui-ci, voir s'ils ont acheté bien tous les matériaux, installer le chantier, préparer celui-ci pour pouvoir se lancer. Généralement, la première étape est la démolition et l'installation pour pouvoir ensuite commencer à peindre, rénover, faire les sols, la salle de bain, la cuisine, toutes ces choses-là, puis l'électricité. Pendant la période des travaux, je vous conseille toujours de passer sur le chantier assez fréquemment. Toutes les 1 semaine, 10 jours, 2 semaines grand maximum, pour voir l'avancée et que les artisans avancent bien. Vous pouvez toujours voir avec eux pour qu'ils vous envoient des photos chaque semaine pour justement voir où en est le chantier. L'idée, c'est de bien suivre et de ne pas se laisser déborder par les choses et les événements. Se rendre sur place permet vraiment de suivre précisément le projet, d'échanger avec les artisans en direct et de savoir s'ils ont des problèmes. Moi, je sais que dès que je me rendais sur place, je demandais aux artisans si pour eux tout était bon, que le chantier n'était pas trop dur, qu'ils avaient besoin d'eau, qu'ils avaient besoin de quelque chose. J'en profitais pour leur ramener des boissons, pour échanger avec eux, les aider à monter un peu de placo si besoin. Ça me prenait une demi-heure, 1 heure, et au moins ça créait du relationnel. Ils sont contents, ils voient que le client est impliqué, et si demain il y a des petites finitions à ajouter ou des choses comme ça qui n'étaient pas prévues, ils vous font sûrement cadeau, parce que vous êtes un client agréable, gentil. Il n'y a pas beaucoup de clients qui sont très sympas avec les artisans. Donc du coup, vous serez différencié et vous allez pouvoir créer une relation sur le long terme si demain vous faites d'autres projets. Le chantier avance, tout se passe très bien. On va pouvoir passer et se demander où on en est sur la décoration et l'aménagement. Donc normalement, vous aviez déjà aménagé le logement. Tout est bon, tout est installé, le logement est prêt. Et on va pouvoir maintenant passer à la décoration et aux meubles. Une fois qu'on passe à ça, moi je vous demande toujours de faire... l'idéalement, moi je passe toujours par un architecte ou un décorateur d'intérieur, c'est toujours mieux. Ça permet d'avoir quelqu'un qui suit les tendances, qui sait ce qui fonctionne, et en même temps d'adapter à votre cible. Ne faites pas une chambre à thème d'enfant ou de bébé si c'est pour une colocation étudiante. Si c'est pour une colocation étudiante, pensez bien à mettre une armoire et un bureau dans chaque chambre. Avec des lits doubles, c'est super. Et pensez justement par rapport à votre cible. Les bureaux, c'est hyper important, l'armoire aussi, pour ranger leurs vêtements, et le lit double aussi. C'est spacieux, c'est agréable, ils ont besoin de dormir et de travailler et de ranger leurs vêtements, c'est l'essentiel. Pour la cuisine, pareil, pensez à une cuisine idéale et optimisée pour des étudiants. Vous n'avez pas besoin de faire un grand plan de travail, un îlot central pour viser des étudiants. Ce n'est pas une famille et un grand cuistot que vous allez avoir dans le logement. C'est assez rare qu'un étudiant fasse beaucoup de cuisine. On est généralement sur des pattes. Dans l'idée, c'est de pouvoir être justement en cohérence avec la cible. Donc de pouvoir faire quelque chose qui correspond au locataire que vous allez avoir. En l'occurrence, sur une location, c'est justement de pouvoir avoir ces différents éléments intéressants pour des étudiants. Transmettre ces éléments-là à un architecte ou un décorateur d'intérieur est essentiel pour qu'il vous fasse une décoration cohérente et sympa pour des étudiants. Il va pouvoir vous proposer différents moodboards. C'est un petit investissement, mais ça en vaut la peine parce que demain, sur les photos, dans les annonces, ça fera la différence. Et votre logement partira beaucoup plus vite que les autres. Une fois que vous avez fait le choix de la décoration, une fois que tout a été fait, d'ailleurs le choix de la décoration, vous pouvez le faire pendant la période de compromis, mais on préfère être sûr d'acheter le bien. Donc ça, vous pouvez le faire pendant la période de travaux avec un décorateur d'intérieur. Mais idéalement, je vous conseille toujours de le faire pendant le compromis si vous êtes sûr d'avoir le financement. Comme ça, vous avancez déjà sur les matériaux et les différentes choses avec le décorateur d'intérieur. Une fois que tout est fait, que vous savez la décoration que vous voulez dans votre logement et que le chantier a bien avancé, voire terminé, pensez à vérifier les finitions. Parce qu'un artisan qui quitte un logement, c'est difficile de le faire revenir une fois qu'il a terminé son chantier. Regardez bien si les finitions sont bien terminées, si les peintures ne débordent pas, si les radiateurs sont bien installés, si l'isolation sur les murs périphériques a bien été faite, toutes ces choses-là. Regardez si votre cuisine et vos mitigeurs sont bien mis. Regardez si tout est bien et bien ficelé. Si les joints des carrelages des salles de bain aussi, voilà, toutes ces choses-là. Passez une après-midi ou une demi-journée avec eux sur place pour tout vérifier et voir si tout est bien terminé. Une fois que tout est bien fini, que le chantier est terminé, que la décoration est prête, on va pouvoir la commander. Une fois que la décoration est commandée et que l'architecte d'intérieur a tout fait pour vous, eh bien c'est bon, on passe à la livraison et à l'installation. Cette fois-ci, soit vous décidez de passer un week-end entre amis pour tout monter et tout installer, ou bien vous passez par un monteur de meubles.
Moi, aujourd'hui, je passe par un monteur de meubles pour l'ensemble parce que je sais à quel point c'est pénible et long d'installer et de pouvoir monter tous les meubles. Donc aujourd'hui, si vous voulez tout installer, pensez à prendre le temps et à faire ça bien pour que justement le logement soit idéal. On arrive à la fin du projet. L'objectif, c'est pas de bâcler la fin, mais justement de bien finir pour que le jour où on met les photos et la location, on puisse le louer vite et bien cher pour avoir justement un bon rendement. Pour cette étape 4 sur les travaux, je vais vous raconter une anecdote que j'ai eue avec des artisans qui sont aujourd'hui mes artisans depuis maintenant plus de 4 ans, avec qui je travaille au quotidien. Et ce qui s'était passé, c'est que je rendais visite souvent aux artisans, je leur disais que c'était mon premier projet et que je voulais en faire plusieurs. Et donc du coup, ils avaient compris qu'il y avait une relation long terme à créer. Je leur demandais s'ils avaient besoin de quelque chose, à chaque fois que je venais, je regardais avec eux s'ils avaient besoin d'aide. Et en même temps, à côté de ça, je faisais attention à l'avancée du chantier. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un souci parce que dans l'aménagement et comment on a pensé le bien, il y a un mur qui s'avérait porteur alors qu'il ne semblait pas l'être. On a finalement redessiné celui-ci très rapidement, on a vu ça ensemble directement sur place, et l'aménagement était encore mieux que ce qu'on avait prévu de base. Il y avait normalement un TS qui devait être prévu pour faire tomber un autre mur et remonter une petite cloison à côté. Il a décidé de ne pas me la faire payer parce que je payais en temps, en heure, j'étais rapide et efficace sur les décisions, il savait ce que je voulais et il savait que je pouvais faire d'autres projets par la suite. L'idée était là, c'était justement de pouvoir être clair, précis et honnête et transparent avec l'artisan, en comprenant ses besoins et ce dont lui il avait envie, pour justement avancer vite sur le chantier. Un artisan, son objectif, c'est d'être le moins de temps possible sur un chantier et de ne pas être bloqué, pour ensuite passer à un autre chantier. Si vous avez compris ça et que vous êtes rapide et efficace et que vous payez vite parce qu'il a besoin de fonds de roulement pour acheter le matériel nécessaire pour ses chantiers, vous comprenez ce qu'il veut et derrière il peut vous faire des cadeaux parce que le temps que vous lui faites gagner, c'est aussi de l'argent. Maintenant qu'on a terminé l'étape 4, on passe à la dernière étape, les finitions, la mise en location. Cette étape, il faut faire très attention. J'ai vu beaucoup d'investisseurs la bâcler, passer très vite à autre chose et ça ne permettait pas justement de faire quelque chose de propre et finalement la beauté de l'appartement n'était pas rendue sur les annonces et pour la location. Juste avant la fin des travaux, au moment où vous rendez le logement, vous pouvez déjà questionner quelques agences en local, savoir leur prix, ce qu'ils font, combien ils pourraient prendre pour une gestion, si vous décidez de déléguer cette partie-là ou si vous décidez de la faire vous-même, c'est comme vous voulez. Moi, je vous conseille, surtout pour une colocation, de déléguer. Les étudiants, après, vont vous envoyer des éléments tout le temps. Donc, moi, je vous conseille de déléguer vraiment l'entièreté de ce projet, la partie gestion. C'est un projet de colocation, donc on va avoir une société de gestion classique. Si c'était un projet de Airbnb, on serait allé voir justement une conciergerie. Les conciergeries prennent en généralement 15 à 25% du loyer que vous allez percevoir grâce à eux. Et une société de gestion locative va prendre entre 4 et 8%. Je vous conseille toujours de prendre une gestion locative en local qui a un portefeuille assez conséquent. Ils ont un gros réseau et sont souvent sollicités par les locataires. Vous allez pouvoir avoir vite un locataire et trouver rapidement quelqu'un à un bon prix. Et en plus de ça, ils pourront vous conseiller au mieux sur le prix à pratiquer. L'agence immobilière avec qui vous avez déjà échangé, qui a pu faire votre attestation locative, s'il y en a une ou deux, vous pouvez justement leur envoyer un mail en disant que le projet se concrétise et que le logement sera bientôt fini, voire qu'il est déjà terminé. Vous pouvez les inviter et prendre rendez-vous directement sur place pour qu'ils voient le logement et qu'ils remarquent la qualité du travail que vous avez fait, pour vous confirmer le loyer. Parfois, ils vous diront qu'il peut peut-être finalement louer plus cher au vu des conditions, de la prestation que vous avez pu produire. À ce moment-là, l'objectif maintenant, c'est de choisir le partenaire sur le long terme que vous allez avoir. Si vous décidez toujours pas de le faire tout seul. Donc vous allez pouvoir questionner l'agence immobilière en sachant comment eux ils procèdent, est-ce qu'ils demandent souvent l'avis au propriétaire, si vous voulez être souvent dérangé ou non, et si ils sont assez autonomes sur la gestion. Une fois que tout ça est fait et que tout est réglé, vous pouvez choisir le partenaire sur le long terme avec qui vous allez travailler en gestion. Vous venez de choisir votre agence immobilière avec qui vous allez travailler et votre partenaire pour le long terme. Ils vous proposeront naturellement une assurance et une garantie loyer payé. Pour les colocations, généralement, les étudiants sont assez bons payeurs. Il y a les parents derrière qui sont cautionnaires. Je vous déconseille de la prendre. Si les locataires sont bien choisis et que vous faites une bonne étude des candidats, il n'y aura pas de sujet et de problème pour la location. Donc je vous conseille de ne pas la prendre. Ça vous fera toujours d'économies et plus de rendement. Maintenant que l'agence a été choisie pour votre projet, vous allez pouvoir faire le ménage et passer pour faire des belles photos dans le logement. Je vous conseille toujours de prendre un photographe ou de faire une visite virtuelle. Ça permettra de louer plus vite et d'avoir des belles photos pour les annonces. Une fois que le logement est propre, bien nettoyé, bien pris en photo, et ben vous pouvez faire des super annonces. Soit vous le faites tout seul de votre côté, soit l'agence immobilière s'en chargera. L'idée là, c'est d'avoir un appartement qui est nickel, bien terminé, prêt à la location pour un beau projet. Maintenant que tout est prêt et que le logement a pu être loué par votre partenaire en gestion, dites bien à la gestion de gérer au mieux le logement et de pouvoir justement être autonome s'il y a des petites réparations en dessous de 50, 100 ou 150 euros, comme vous le souhaitez, et de justement ne pas avoir à vous demander
s'il y a des réparations de moins de 100 ou de 150 euros. L'objectif derrière tout ça, c'est d'être le moins dérangé et que la gestion se fasse en autonomie. Si l'agence immobilière a une ampoule à changer et qu'il doit payer une intervention pour un toilette cassé, si toutes ces choses-là, ils agissent, les artisans passent et derrière, ils vous réduisent ça sur les loyers que vous allez pouvoir encaisser le mois suivant. L'idée, c'est d'optimiser, de ne pas se faire déranger et de penser aux projets qui arrivent par la suite. Pour l'anecdote sur cette partie-là, c'est une agence immobilière avec qui je travaille maintenant depuis 4 ans aussi, où au tout début, j'ai pu négocier un taux préférentiel parce que justement, j'avais dit aussi que j'allais faire plusieurs investissements. Ils m'ont fait baisser leur taux qui était à 7%, à 4%, et aujourd'hui, il est même à 2,9 voire 3% parce qu'ils gèrent tout pour moi, s'occupent de tout et me questionnent pour rien. L'idée, c'est de leur faire gagner du temps et le plus long parfois, c'est les échanges entre l'artisan, le propriétaire et l'agence. Si l'agence n'échange qu'avec l'artisan et qu'il sait qu'il est libre pour faire les travaux comme il veut, il peut avancer et lui, il ne perd pas de temps. L'idée derrière, c'est de pouvoir justement faire gagner du temps à tous vos partenaires et d'avancer là-dessus. J'ai comme ça pu avoir 2% de taux de gestion à la place de 7%, tout en pouvant faire gagner du temps et de l'argent à mon partenaire. Dans chaque étape, de toute manière, que ce soit le courtier, le notaire, la société de travaux, les artisans ou la société de gestion, pensez toujours à leur intérêt, leur temps et la gestion qu'ils prennent sur votre projet. Si vous êtes rapide, efficace, transparent et vous payez en heure et vous leur faites confiance, ils vous le renverront et vous font de bons prix. L'immobilier, c'est ça. C'est trouver des bons partenaires au bon moment, savoir les écouter, savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent. Et si vous êtes comme ça et que vous allez vraiment dans ce sens, il n'y aura pas de sujet. Vous aurez un projet rentable et intéressant. Ne pas oublier que le plus important dans ce projet, ça se passe à la négociation, au tout début du projet. D'avoir un bien négocié permet ensuite de faire des belles rénovations et une belle location. Si un projet à 150 ou 160 000 euros vous permet d'avoir plus de 1 300 ou 1 400 euros de loyer, les 10% de rendement seront là. Et en même temps, à côté de ça, vous aurez des partenaires de confiance qui vous font des bons prix et qui ont été réactifs avec un appartement complètement nickel. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment d'avoir un patrimoine qui est beau, qui est bien rénové, qui s'inscrit dans le long terme et qui vous prend le moins de temps possible. Maintenant que le projet a bien été fait, que vos partenaires sont en place, vous pouvez enchaîner, aller en faire un autre et continuer comme ça dans le développement de votre patrimoine. Votre courtier, votre artisan et votre société de gestion, l'agence immobilière, sont prêts et sont disponibles pour vous. Vous n'avez plus qu'à faire le second et puis après enchaîner. C'est aujourd'hui grâce à cette méthode que j'ai pu passer de 1 à 10 biens en moins de 4 ans. Et aujourd'hui, avec Capsule, on a pu faire plus de 150 projets pour nos clients pour 20 millions d'euros investis grâce à ces méthodes. Nos partenaires, c'est la clé de la réussite. Si vous vous entendez bien et vous les récompensez, c'est là que vous ferez la différence. Quelque chose de bête, si je vous donne par exemple un tips, moi, typiquement à Noël, pendant les fêtes, je donne des chocolats à chacun de mes partenaires. Je vais déposer une petite boîte avec un petit mot. Encore une belle année de réussite ensemble. Une prochaine arrive qui sera d'autant plus intéressante et businessment parlant bénéfique pour vous et pour nous. L'idée, c'est justement de montrer qu'on est présent, qu'on est attentionné et qu'on apprécie vraiment les gens qui se cachent derrière les ordinateurs, les mails, les échanges qu'on peut avoir au quotidien ou sur l'année. Créer quelque chose de confiance avec des partenaires de confiance, ça vous permet de vraiment développer un patrimoine qui est intéressant et qui est géré par des personnes responsables. Je vais terminer ces vidéos et ce podcast toujours par des petits tips pour différentes choses. Là, aujourd'hui, on a pas mal parlé de la colocation sur notre projet d'investissement. Pour la partie colocation, moi, ce que je vous conseille toujours, nous, aujourd'hui, on procède comme ça. On fait que des baux solidaires. On loue uniquement à tout le monde et non à la chambre. En fait, si vous avez une colocation de 3 chambres, ça vous permet de louer à 3 personnes en même temps et d'avoir qu'un seul bail. Moi, c'est ce qu'on fait depuis le début et ça permet d'avoir justement un groupe et une cohésion sur les locataires pour ne pas avoir des roulements et des chambres qui se vident. J'ai un appartement comme ça qui est en colocation de 3 chambres depuis maintenant longtemps, depuis un moment. Et les locataires ne bougent pas, c'est 3 personnes qui se connaissent, ils sont en master, dans une école de commerce. Et donc justement, ils sont là pour 5 ans. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont là, il n'y a pas de sujet, tout se passe très bien. Donc essayez de faire des baux solidaires. Parfois la ville le permet, parfois la ville ne le permet pas, dans le sens où il y a des villes où la location à la chambre est beaucoup plus fréquente et faite que la location en baux solidaire. Donc d'abord, renseignez-vous là-dessus. Peut-être sur la mise en location, quand vous testez des annonces sur le Bon Coin, vous pouvez tester sur les deux. Faire un loyer global à 1 300 euros ou bien de faire 400, 450 euros à la chambre en individuel et voir un petit peu les réponses que vous avez, les demandes que vous avez à ce niveau-là, savoir justement comment est la tendance sur la ville. Ensuite, comme tips de choses qui n'est pas à faire, c'est pour la colocation, ce serait plus de partir trop dans un thème et de trop vouloir se différencier.
Il faut faire quelque chose de beau, d'épuré, qui parle à tout le monde, parce que parfois vous allez pouvoir louer à des filles, à des garçons, en école de commerce, des médecins, de la fac. Il faut pouvoir s'adresser à tout le monde. Faites quelque chose de beau, qui plaît à tout le monde, mais qui en même temps a un petit grain de décoration et un petit style. Vous pouvez vous différencier avec des murs de couleurs, sans pour autant aller dans le jaune ou dans le rouge. Vous pouvez faire des murs de couleurs en bleu, en beige, en marron, des choses qui sont quand même d'actualité et sympas, sans pour autant prendre parti et créer un projet qui serait assez clivant sur le marché. Ça peut marcher pour du Airbnb, ça peut marcher pour certaines locations, mais on n'est pas là pour se fermer et on veut louer assez vite et bien. Donc faites quelque chose qui est cohérent, qui est beau, qui est esthétique. Un décorateur d'intérieur saura et comprendra très bien votre demande. Optez pour ça, ce sera le mieux pour votre projet. En dernier tips, du coup, je vais vous reparler de la période de recherche. Donc soyez vraiment curieux avec les personnes que vous rencontrez, parce que parfois ils vous donnent des éléments de négociation. Pressé de vendre, a besoin de cash pour passer sur un autre projet, a envie de vendre aux bonnes personnes, parce que c'est important pour eux. Tout ça peut vous servir pour négocier. Donc prenez le temps de bien étudier toutes les conditions, savoir ce qui est intéressant pour eux, et vous, ce sera des armes de plus pour bien négocier. Donc écoutez les personnes que vous allez rencontrer, soyez humain, ce sera le plus important pour bien négocier un bien. Vous pourrez ensuite comme ça faire passer vos besoins un peu avant les siens, parce que du coup, il aura créé de la sympathie et de l'envie de réaliser le projet avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et c'était la première vidéo d'une longue série sur l'immobilier. L'objectif pour moi, ça va être de vous présenter plein de tips et de vous parler énormément de choses concrètes sur l'immobilier. Donc abonnez-vous et à bientôt.